Merci d'être là aussi. On m'a demandé de parler de la peau reconstruite ou de la reconstruction de la peau. C'est vrai que c'est un domaine que nous pratiquons quasiment tous les jours. C'est une de nos missions principales. Et il y a eu beaucoup de progrès depuis qu'on connaît l'histoire de l'humanité, mais on n'est pas arrivé au bout. Alors, ce que je vais essayer pendant ces 20 minutes, c'est de faire un petit parcours comme ça rapide, un survol de ce qui s'est passé au cours de ces siècles qu'on connaît. Alors, le plan de la présentation, l'historique de la reconstruction, l'évolution, comment les choses ont beaucoup changé au cours du dernier siècle, tout ce qu'on a appris, tout ce que l'industrie maintenant nous apporte dans la reconstruction de la peau. Maintenant, on arrive à faire beaucoup de choses dans l'industrie, les cultures de cellules, un petit peu le futur, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochaines années, un peu de conclusion. Alors, la peau, comme a été dit avant, c'est un grand organe, c'est le plus gros organe du corps, mais c'est aussi notre protection externe. C'est pour cela que l'homme a toujours, depuis qu'on connaît les civilisations, les Égyptiens ont essayé déjà de recoudre la peau, de fermer les plaies. On a trouvé des aiguilles qui ont servi à suturer des plaies, à fermer des plaies, parce que c'était pour sauver sa peau. Si on s'ouvre notre peau, si on se blesse, les germes peuvent entrer, nous infecter, mourir. Donc c'est un autre point de faiblesse essentiel et qui nous couvre entièrement. Alors, un exemple d'une plaie qui paraît banale, c'était une chute à vélo, une plaie au niveau du visage. On continue de faire ce que les Égyptiens ont fait il y a 5000 ans, peut-être d'une façon un tout petit peu plus sophistiquée, puisqu'on a des fils beaucoup plus fins, des aiguilles plus fines, on a des loupes, des microscopes, on arrive à recoudre la peau comme on recoud un habit. La seule différence par rapport aux habits, c'est que la peau, elle a la capacité de guérir, puis elle va évoluer vers ça. Quelques années plus tard, quelques mois plus tard, on est à 6 mois, va rester une cicatrice, une séquelle de cet accident initial, mais la peau va se réparer toute seule. Le fil a servi juste de rapprocher les deux bords de la peau, et le reste, c'est la nature qui fait. Donc tout ce qu'on fait comme réparation est basé un tout petit peu sur cette réflexion, aider la nature à pouvoir faire ce qu'elle sait faire. Alors, ce qu'on sait plus, un peu plus de détails sur ces techniques, quand même ça remonte à 5 siècles avant Jésus-Christ, où les Indiens reconstruisaient des nez. À l'époque, c'est pendant les guerres, on amputait les nez des prisonniers pour les marquer à vie. Au lieu de les tuer, on pouvait les humilier en leur coupant le nez. Ils pouvaient survivre, mais ils étaient à vie défigurés. Et de cette façon, ils étaient reconnus comme quelqu'un qui a perdu la guerre, donc humiliés dans la société. Et la reconstruction se faisait avec des techniques assez sophistiquées déjà pour l'époque, qu'on continue d'utiliser actuellement. Alors ça a mis du temps pour migrer des Indes jusqu'à Bagdad au 8e siècle après Jésus, puis au 15e siècle en Italie. Donc Internet n'existait pas à l'époque, il fallait faire avancer les choses à dos de chameau peut-être. Mais ça prenait du temps pour arriver, mais ça arrivait. Et Tagliacozzi en Italie avait déjà imaginé des techniques assez complexes, comme ce que vous voyez ici. Pour reconstruire un nez, on prend de la peau sur le bras, on dissèque ce qu'on appelle un lambeau, une partie de la peau qu'on soulève, on la laisse attachée d'un côté, comme on voit ici. Puis après, ce fragment de peau, on va le coller au nez ici, en rapprochant le bras, comme ça. C'était des techniques assez barbares, mais qui ont gardé une utilité. Et ça, c'est un patient que moi j'ai vu, le professeur Giraud qui est là aussi, a vu au CHUV il y a une vingtaine d'années, un patient afghan qui avait aussi perdu le nez dans un traumatisme de guerre à l'époque, mais était reconstruite de cette manière à l'époque encore ici, donc il y a 20 ans. Donc c'est une technique qui date depuis très longtemps. Encore mieux, des techniques comme celle-là, une tumeur sur le nez, où on doit enlever la tumeur avec une marge de sécurité. Ça, c'est plus une blessure, c'est une maladie innée de la peau. Et si on n'enlève pas cette tumeur, elle va continuer de progresser et tuer le patient. Une façon de le faire, c'est d'enlever tout, mais on laisse un grand trou et qui ne peut pas guérir tout seul. Aussi guéri, c'est au prix d'une déformation importante qui laisse des traces. Alors on fait la technique que les Indiens faisaient déjà 5 siècles avant Jésus.
on prend de la peau au niveau du front, c'est cette peau qui est ici, qu'on va garder attachée ici, qu'on va descendre jusqu'au nez. On sophistique un petit peu les choses, on avance la peau de la joue pour faire deux plans différents pour couvrir notre visage. On suture tout ça. Et la nature va recréer des vaisseaux, des canaux lymphatiques, des connexions entre toutes ces peaux, et pour obtenir un résultat comme ça, quelques temps plus tard, où tout se corrige, puis on arrive à obtenir une narine, reconstruire la narine, on ferme la peau. Donc c'est les mêmes techniques qui sont utilisées depuis des siècles et qui ont été affinées, améliorées et qui restent utilisées quasiment tous les jours dans notre activité. Toujours les guerres, elles ont apporté beaucoup parce qu'elles laissent beaucoup de séquelles. Et ce qui a changé dramatiquement un tout petit peu l'évolution, c'est la gravité des guerres. Avant Napoléon, tout le monde était massacré. Ou bien on mourait, ou bien c'était ceux qui survivaient avaient gagné. Les blessés étaient morts. Que l'époque des guerres napoléoniennes, les armes ont changé, la médecine avait évolué un petit peu. On a commencé à essayer de sauver des blessés. Si on sauve des blessés, ça veut dire qu'il reste des plaies graves qu'il faut réparer. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des amputations pour pouvoir sauver les blessés ou à essayer de traiter des plaies de façon plus progressive, plus améliorée. Donc, beaucoup de chirurgiens sont apparus, des principes nouveaux, comme conserver le 3/4 d'un individu en faisant l'ablation d'un quart, commencer à amputer des patients pour que le reste survive. Mais à cette même époque, on voit qu'il y a toute une évolution dans les principes. On a commencé à réfléchir aux greffes de peau. Là, c'est un Suisse, à Genève, Jacques-Louis Reverdin, qui est un des premiers qui invente une aiguille à suturer. Enfin, on dit qu'il l'a inventé, mais on l'a retrouvé chez les Égyptiens, mais ça c'est l'histoire, on oublie toujours ceux qui sont passés avant nous. Mais ce qu'on sait qu'il a fait, c'est parmi les premiers qui ont fait des greffes de peau. C'est une sorte de thérapie cellulaire primitive. C'est parmi les premières thérapies cellulaires. On prend de la peau quelque part, on la remet ailleurs, elle survit, puis elle permet de fermer une plaie. Donc, premier principe d'une reconstruction comme ça un peu plus moderne. Alors, on continue d'utiliser ces mêmes principes, mais là aussi on les a améliorés, on les a affinés, parce que la technologie s'est améliorée, on sait un petit peu mieux le faire. Alors l'exemple typique, ce sont les brûlés. Quand on se brûle, on a une couche de notre peau qui est détruite, superficielle le plus souvent, mais des fois ça peut aller jusqu'à toutes les épaisseurs de la peau, jusqu'au muscle le plus profond, dans les brûlures profondes. Et ce qui est essentiel, c'est de refermer ces plaies le plus vite possible, refermer avec de la peau. Et la greffe de peau est un exemple. Alors là, l'exemple d'une greffe au niveau de la main, comment on fait? Vous voyez, ça devient des techniques très très précises. On prélève de la peau. Là, vous voyez, ça c'est une greffe de peau qui a été prélevée sur la cuisse. On a des machines qui sont des sortes de rasoirs qui nous permettent de prélever 2 dixièmes de millimètre de peau, donc très très fin, 2 dixièmes de millimètre. Cette peau, elle est posée sur la main selon des tracés assez précis, selon des lignes de plis de la peau pour cacher nos cicatrices, et collée avec de la colle. Il n'y a pas de suture, il n'y a pas d'agrafe, il n'y a rien. Comme vous voyez ici, c'est que de la colle qui fixe la peau. À la fin de l'opération, ça donne ça, une sorte de gant qu'on a remis au-dessus des doigts et du poignet, avec des zones de jonction qu'on a mis ici, au niveau des plis, parce que c'est là où ça se voit le mieux. Après quelques mois, ça donne ça. Dans les mains, on cherche l'aspect cosmétique de la main, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite, mais on cherche aussi la fonction, c'est pour ça qu'on teste la mobilité. Donc ces techniques-là nous permettent de récupérer un aspect cosmétique acceptable, très bon, mais aussi une fonction qui est aussi très bonne. Notre exemple d'une brûlure, vous voyez là sur 3 doigts, puis sur la main, on peut obtenir de très bons résultats parce qu'il y a différentes raisons qui le permettent. Voilà le résultat après une année, on voit à peine la zone de jonction de la greffe ici. Vous voyez les 3 doigts qui étaient ici, c'est exactement la même. Il y a quelques zones ici, un tout petit peu d'irrégularité. C'est ce qu'on peut obtenir actuellement avec des greffes de peau sur des situations particulières comme la main, le front, des zones dures où on arrive après appliquer des compressions. C'est ça qui nous aide aussi à obtenir des résultats comme ça après quelques mois. Les guerres n'ont pas arrêté, et puis les choses sont aggravées avec les premières et deuxièmes guerres mondiales.
On est passé de quelques centaines, milliers de blessés à des millions de blessés, et des millions de blessés gravement défigurés parce que les armes se sont améliorées. En particulier, les visages dans les guerres mondiales, et ceux qui ont vu ce film, La Chambre des officiers, décrit très très bien la situation de ces blessés du visage et les gros problèmes qu'ils avaient après pour se réintégrer dans la société, puisqu'ils étaient réellement défigurés, mais vivants. Et on a appris beaucoup de choses de cette période, et la chirurgie des lambeaux, c'est un petit peu là, beaucoup plus développé que dans le reste. C'est aussi quelque chose qu'on applique. Ici, une tumeur qu'on voit ici, qu'il faut enlever aussi avec une certaine marge. Voilà, la résection. On aurait pu mettre une greffe de peau. Une greffe de peau, ça va faire comme un patch dans quelque chose de déchiré. On met un patch, on le voit. Et le mieux, c'est d'essayer de tisser les tissus pour qu'on ne voit le moins possible. Alors, ce qu'on imagine de faire dans ce cas-là, c'est de faire des incisions là, une à la racine des cheveux, une juste sur le bord de l'orbite, parce que c'est des endroits où on a déjà des plis de la peau qui peuvent se cacher. De l'autre côté, dans les lignes du front, vous voyez que ce monsieur avait des rides, donc c'est facile de les camoufler. Puis ces deux peaux, on va les avancer d'un côté de l'autre, parce que la peau est élastique, c'est une des propriétés de la peau, son élasticité, ça permet d'avancer. Voilà ce qui arrive, on avance la peau, on arrive à suturer, les fils servent juste à amarrer ces peaux les unes aux autres. On va attendre 15 jours que ça devienne solide. Après 15 jours, c'est assez solide pour enlever les fils. Et voilà ce que ça donne aussi, toujours quelques mois plus tard, parce que la guérison doit se faire. On voit encore que c'est un petit peu rouge, on est à 6 mois à peu près. Les choses vont encore s'améliorer un tout petit peu, mais c'est assez discret par rapport à si on aurait mis une simple greffe. D'autres situations un petit peu pareilles, une tumeur, un mélanome au niveau du visage, la spécialité de M. Pattinson, une tumeur assez agressive, il faut enlever très large autour, il reste un grand trou sur le visage. Là aussi, on va profiter des excès de peau qu'on a ici pour avancer toute cette peau et remodeler, réutiliser la peau comme des tailleurs qui vont façonner un petit peu la peau. On a un capital, puis il faut qu'on l'utilise comme on veut. Alors on avance toute la peau de la joue, vous voyez, de nouveau on cache une cicatrice dans les plis, ici le pli de la joue, sous l'orbite, vers la tempe. Ça paraît énorme comme ça, mais quand on revoit à quelques mois, on ne voit presque rien. La cicatrice elle est là quand même, on la voit, mais c'est très discret. C'est un des avantages de l'âge. Plus on vieillit, plus on fait de jolies cicatrices. Souvent les personnes nous remercient beaucoup, mais ce n'est pas nous, c'est la nature. C'est la nature qui a fait, et quand ça va pas bien, non plus c'est pas nous, c'est aussi la nature. On essaye de faire le mieux possible, mais l'évolution se fait toute seule. C'est encore une de ces capacités de la peau de faire joli ou moins joli. Alors, il y a plein de techniques comme ça c'est deux exemples que je vous ai montrés. Vous voyez plein de dessins, on dirait des architectes qui ont fait, mais oui, c'est des architectes de la peau qui ont imaginé plein de modèles, plein de techniques différentes et qu'il faut maîtriser quand on fait la chirurgie plastique. On en sait beaucoup, on modifie beaucoup de choses. Très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la majorité de ces choses, on ne sait pas qui les a développées, mais ça a été transmis. Comme les compagnons qui ont construit la cathédrale, on ne sait pas qui c'est, mais ils ont fait des chefs-d'œuvre. Là aussi, c'est un petit peu sur ce même principe et je trouve ça assez impressionnant. Deuxième guerre mondiale, c'est presque la guerre des brûlés, ou la naissance des brûlés. Les grands bombardements sur Londres, par exemple, ont produit des centaines de brûlés. Et c'est de là que naît le premier centre des brûlés pour traiter vraiment cette pathologie spécifique comme quelque chose d'en dehors du reste. Ça a été transmis rapidement ensuite à travers Martin Algover, qui était le patron de plastique, de chirurgie à Bâle. Et de lui, un de ses élèves est venu chez le service à Lausanne. Et c'est pour ça que le centre des brûlés, qui existait déjà avant, mais qui s'est développé par la suite, est devenu un des deux centres suisses à Lausanne et l'autre, le deuxième à Zurich. Depuis l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les choses sont devenues aussi beaucoup plus complexes. On a compris beaucoup mieux la maladie des brûlés, ce qu'on appelle la maladie des camps brûlés. Vous voyez là une chambre de patient brûlé et tout l'équipement qu'il faut pour que ce patient survive.
en tout cas les premières semaines, pas premiers jours, les premières semaines, sinon les premiers mois. Ça, c'est que des pompes qui permettent de transmettre des quantités infimes de médicaments, mais qui doivent s'écouler sur des 24 heures, des périodes de 24 heures. C'est des dosages très très précis. Quand on utilise tous ces médicaments, certains ont des interactions avec les autres, donc ils ne doivent pas couler en même temps, un après l'autre, avec des mesures très très précises. Donc c'est tous des micro-ordinateurs qui calculent les quantités de médicaments précis qu'on doit utiliser. Donc c'est devenu très très sophistiqué de point de vue réanimation, et c'est ça qui permet à ces patients de survivre. Mais de l'autre côté, la chirurgie aussi, elle, est devenue assez sophistiquée, surtout que ces patients sont dans une situation très grave. On doit les opérer de chirurgie aussi très difficile, très grave, et doit survivre. Donc c'est un équilibre assez difficile à acquérir, mais qu'on arrive à obtenir. Ce qui a avancé beaucoup avec les brûlés, ce sont les cultures de cellules. Parce que quand on est brûlé sur plus de 50% de la surface du corps, il ne nous reste plus que l'autre 50% pour couvrir. Et en général, l'autre 50%, on ne peut pas l'utiliser entièrement, parce qu'on ne peut pas utiliser par exemple la peau du visage, on ne peut pas utiliser la peau de la main, ni des pieds, donc on perd beaucoup de pourcents, et sur 50%, il nous reste peut-être 30 qui vont construire 50. Ça ne va pas, le calcul mathématique n'est pas bon. Et les cultures de cellules ne sont pas quelque chose de nouvel. Déjà au début du siècle dernier, on avait déjà des cultures de cellules. Le premier prix Nobel, c'était dans les cultures de cellules, date de 1930. C'était déjà des cultures de cellules de peau. Et actuellement, on peut produire des grandes quantités de peau au laboratoire. À partir d'une biopsie de quelques centimètres carrés, on a des biologistes qui sont capables de nous séparer ces cellules, de les mettre dans des milieux très précis, très spécifiques, dans des conditions d'hygiène extrêmes, pour pouvoir faire pousser ces cellules, et que les cellules, pas de bactéries avec, pas de champignons, pas d'autres pathologies, et retransmettre ces cellules chez le patient. Alors, sur la peau, juste un petit résumé, je pense que M. Panizon va en parler après. On a 3 couches principales de la peau: l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Chacun a un rôle, chacun a une cellule, type de cellule principale. Ce qu'on a su faire au départ, c'est cultiver l'épiderme, c'est les kératinocytes qui, eux, on a su cultiver assez tôt, puis transmettre aux patients assez tôt, depuis 1980, qu'on sait qu'on peut utiliser les kératinocytes chez les brûlés. Depuis quelques années, on arrive à cultiver le fibroblaste aussi, et mélanger le fibroblaste et le kératinocyte, mais ça fait 10 ans. 2 cellules qui ont besoin l'une de l'autre, mais qui poussent de façon très différente. Si on les mélange ensemble, sans savoir exactement comment ça pousse, les fibroblastes vont manger tous les kératinocytes et on n'en a plus après. Il ne reste plus que des fibroblastes. Donc, ça a mis beaucoup de temps pour pouvoir mélanger ces 2 cellules pour essayer de faire ce qui ressemble à ça. Essayer. 3e couche, on sait maintenant les cultiver, on ne sait pas très bien comment le mettre ensemble, on a d'autres moyens pour réinjecter après ou rajouter ces adipocytes. Alors, juste pour vous montrer quelques exemples, qu'est-ce que ça donne? Culture de kératinocytes, ça a été utilisé pendant plus de 20 ans. Au CHUV, on a été assez pionnier dans ce domaine. Ça, sur un avant-bras, ça donne ça. Une peau, oui, ça couvre, c'est stable, ça reste fragile avec le temps. Il y a des problèmes de coloration, des problèmes de brides, de cicatrices, comme vous voyez ici. Si on associe 2 cellules ensemble, on obtient sur l'autre bras du même patient ce type de peau. C'est nettement mieux que ça. Une peau beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique, beaucoup plus naturelle. C'est de là qu'on dit que maintenant que le kératinocyte, c'est la cellule qui sauve la vie. C'est elle qui est notre couverture externe. Alors que le fibroblaste, c'est la cellule qui donne la qualité de la vie, c'est la qualité de la peau, on en a besoin aussi. Alors, comme je vous ai dit, on a réussi à cultiver ça, mais dans cette partie-là, il n'y a pas que des cellules, il y a plein d'autres choses qu'il faut aussi une trame, une matrice, peu de cellules dans un grand espace. Et c'est là où l'industrie est arrivée, il y a aussi une dizaine d'années, à créer ce qu'on appelle des substituts dermiques ou des matrices de régénération de derme. Comme vous voyez ici, c'est une sorte de matrice, un canevas, plein de trous
et entre les trous, des fibres de collagène et quelques autres choses qui sont avec. Alors, comment ça marche? Cette matrice est mise directement sur une plaie propre, elle est couverte par une couche de silicone, et on couvre comme un pansement sur une plaie, et qui doit rester 2 à 3 semaines, des fois 4 semaines. Et pendant cette période, le corps va faire pousser à l'intérieur ce qu'on appelle un tissu de granulation. Le corps va reconstruire un tout petit peu tout ce derme à travers cette trame qui existe. Mais ça va pousser de façon organisée. Si on laisse la nature toute seule, elle le fait, mais elle le fait de façon désorganisée totalement. Si on met cette matrice, elle le fait organisée. C'est comme si on a cet espace, et si on met des cloisons, on définit des chambres dans lesquelles on peut faire une exposition, une conférence, etc. Alors que si on ne le fait pas, c'est un espace beaucoup plus désordonné. 2 semaines après ou 3 semaines après, ça devient mûr, on peut enlever le silicone, on remet une greffe de peau par-dessus, et ainsi on a construit 2 étages, l'épiderme et le derme. Alors comment ça marche en réalité? Voilà l'exemple de ce que ça donne. Une brûlure grave au niveau du visage, qui a été reconstruite sur la partie du bas du visage ici. Vous voyez ici une délimitation entre la peau qui n'a pas été reconstruite et la peau qui a été reconstruite, qui passe comme ça. La même chose ici, vous voyez toute la partie du bas du visage, et le cou ont été reconstruits de cette façon. Donc là, on voit clairement qu'on a amélioré nos techniques de reconstruction, nos greffes de peau. On donne maintenant quelque chose qui ressemble à une peau beaucoup plus proche de la peau normale que ce que pouvait obtenir Reverdin il y a un siècle et demi, ou ce que les blessés de la Deuxième Guerre mondiale pouvaient obtenir. Donc une collaboration entre les productions industrielles et le savoir-faire des chirurgiens dans les blocs opératoires. La microchirurgie passe une grande place maintenant dans la peau. Elle a une grande place dans ce centre, puisque Claude Verdun est un des pionniers dans ce domaine, dans l'introduction de la microchirurgie, en particulier dans la chirurgie de la main. Et c'est dans les années 70 que les choses ont beaucoup évolué, 60-70. On a commencé à utiliser le microscope dans la chirurgie, et de là, aller chercher des structures vasculaires beaucoup plus petites qui nourrissent cette peau et essayer de les suturer, en faire quelque chose, ou réparer les lésions de la main. Actuellement, il y a 30 ans, c'était presque de l'expérimentation, c'était quelques centres dans le monde qui le faisaient. Actuellement, le microscope, c'est un outil qu'on utilise quasiment tous les jours. Si on n'utilise pas un microscope, on utilise des loupes grossissantes. Nos jeunes médecins apprennent à l'utiliser, s'entraînent à l'utiliser, et pour pouvoir pratiquer des opérations assez sophistiquées. Alors de là sont nés ce qu'on appelle les lambeaux libres. Alors c'est quoi un lambeau libre? C'est un fragment de tissu, comme vous voyez ici, de la peau, qu'on peut prélever avec une artère et une veine qui vont en profondeur, entre les muscles par exemple, va aller chercher ce vaisseau jusqu'en profondeur, trouver un vaisseau d'un plus gros calibre, et aller avec ce vaisseau et la peau, suturer ce vaisseau ailleurs, à un autre endroit, pour que le vaisseau continue de nourrir cette peau là où on en a besoin. Alors on peut prendre par exemple de la peau sur la cuisse pour reconstruire un pied, de la peau du dos pour reconstruire un sein, etc. Un exemple de ces lambeaux, pour vous montrer que c'est des structures très très fines, très très fragiles. Là vous voyez des pincettes d'horloger qui sont déjà assez fines. Vous voyez les vaisseaux qui vont avec, combien ça correspond, beaucoup plus petit. Le vaisseau qu'on va suturer, il est ici. Ça peut faire entre les plus petits, c'est peut-être 0,7, 0,8 mm jusqu'à 2, 3 ou 5 mm au plus gros. Donc on est vraiment au niveau millimétrique. Un exemple d'une reconstruction d'un pied chez un jeune enfant qui avait passé le pied sous un train, amputé l'avant-pied, il manquait de la peau. Alors il y avait 2 solutions, bien on coupait le pied ici, plus haut, pour qu'il puisse mettre une prothèse, ou bien on arrivait à recouvrir les métatarsiens et rembourrer un petit peu les os du pied. Ce qui a été choisi, on l'a reconstruit avec une peau qu'on avait pris de la cuisse. Vous voyez que ça c'est une peau beaucoup plus solide, beaucoup plus épaisse. Pour qu'elle puisse survivre, il a fallu suturer ces petits vaisseaux sur d'autres petits vaisseaux ici. Et aussi on avait suturé un petit nerf pour donner la sensibilité. Si on n'a pas la sensibilité sous le pied, on se blesse beaucoup plus facilement. Un autre exemple de ces reconstructions complexes, un accident de voiture avec un traumatisme de l'os qui est cassé, du tendon, on voit l'os ici,
On ne peut pas mettre une greffe de peau directement sur du tendon, sur de l'os. On doit apporter une peau de bonne qualité. On a été chercher de la peau sur la cuisse, ça c'est la cuisse du patient. On fait nos dessins avant, puis après on retrouve nos structures en bas. On retrouve après une année cette peau qui a été reconstruite ici, qui garde la même qualité que quand elle était sur la cuisse, mais elle donne avec beaucoup de solidité, beaucoup d'épaisseur, et autre chose qu'une greffe de peau. Voilà, ça ce sont les lambolies. Alors les choses vont plus loin actuellement. On peut reconstruire un sein comme ici, après des mastectomies, ablation du sein pour un cancer du sein. Le sein entier a été reconstruit avec la peau qui vient du ventre, en prenant une petite artère, une petite veine qui vont être suturées là en haut sur une autre petite artère, une petite veine, et la peau et la graisse qui est dessous vont être refaçonnées pour redonner la forme d'un sein. Donc on taille, on redessine la peau pour redonner la forme comme le côté opposé. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On fait déjà pas mal de choses, mais il nous reste encore beaucoup. Parce que quand on regarde un tout petit peu les détails de la peau, ben, il y a tout ça. Dans 1 centimètre cube de peau, il y a tout ça à faire. On sait très peu de choses à faire. Ce qui marche, c'est en général la nature qui le fait. Où on arrive à suturer 2 petits vaisseaux, on est content de ça. Et après, tout ça, c'est la nature qui le régénère. Donc il y a encore beaucoup de chemin pour que la nature, pour qu'on puisse aider plus la nature à faire avancer les choses. Il y a des choses qui se font. On arrive à utiliser ces différentes cellules, à les manipuler, à les cultiver. Il y a encore d'autres recherches qu'on fait actuellement. Par exemple, utiliser des cellules qui, elles sont des cellules souches qui permettent de faire pousser les vaisseaux. Et pour pouvoir faire des greffes plus grandes, utiliser plusieurs types de cellules, on a besoin de petits vaisseaux. Et après 24 heures de culture de ces cellules, on voit qu'elles arrivent, elles commencent à construire des petits tubules qui, eux, vont permettre le passage des vaisseaux sanguins. Donc, quand on va construire des structures cutanées beaucoup plus complexes, il faudra qu'on intègre avec les réseaux de distribution du sang, de la lymphe, qui nous permettront probablement de pouvoir faire pousser des cultures de cellules de façon meilleure, surtout leur prise soit meilleure. Voilà, c'était un petit peu ma dernière image sur un petit peu nos travaux, les derniers travaux. Je suis ouvert à la discussion. Bonsoir tout le monde, j'espère vous restez encore un peu réveillés. On sera un peu plus basique après tous ces merveilleux résultats de M. Rafoul. J'essaie quand même de revenir un peu sur les bases. Bon, on a déjà entendu parler de la peau, peut-être quelques spécificités. Vous savez que l'épiderme, bon, c'est presque en relation, mais pas tout à fait. L'épiderme, vous avez entendu de ces greffes épidermiques, c'est 1/10, peut-être 1/20 de l'épaisseur de la peau, ou de millimètre. Alors 0,02 jusqu'à 0,5 mm, c'est notre couche qui est, disons, sollicitée vis-à-vis de l'environnement. Ça, il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas le derme qui est beaucoup plus épais. Là, on fait aussi le cuir et tout ça, c'est la partie plus ou moins solide. Ensuite, il y a le tissu sous-cutané. C'est surtout pour justement cette peau qui peut se déplacer, qui est mobile, très important pour M. Rafoul. Pour justement avec l'âge, elle est un peu plus mince. Elle est moins sensible et pour ça, M. Rafoul, il peut plus tirer et ça fait les fameux liftings des personnes âgées qui sont très, très bien vus et très bien voulus. Bon, juste pour dire, cette première couche, tous les mammifères ont la même couche de l'épiderme, la même épaisseur, aussi l'éléphant. Et puis en français, vous savez très bien, on appelle les éléphants, les hippopotames, on n'appelle pas les pachyépidermes, mais on les appelle pachydermes. Alors vous savez pourquoi? Parce que ça c'est la couche qui est épaisse chez l'éléphant,
Mais lui, il doit aussi soigner sa peau avec sa terre, avec sa trempe, il doit arroser sa peau, comme nous, on hydrate aussi notre peau. Néanmoins, n'oubliez pas, 0,22 mm votre couche à soigner. Voilà, maintenant je vais aussi parler un peu d'origine. Ensuite, on va parler des maladies et surtout un peu de la recherche, parce que vous verrez, vous avez déjà vu dans le musée certains aspects de la peau, où c'est plus ou moins aussi interactif, vous pouvez jouer avec quelques jouets, comme la sensibilité, etc. Moi, je vais me concentrer, après justement ces notions basiques, un peu sur l'origine, la recherche qui se fait surtout à Lausanne, mais aussi internationale, et à la fin, juste montrer l'interdisciplinarité de la dermatologie. Alors c'est vrai, vous connaissez la Bible, vous connaissez la période quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Il y avait l'histoire de Job dans l'Ancien Testament qui a aussi souffert déjà des maladies de peau. Il y avait les Égyptiens, il y a les Romains, il y a Celsus qui a déjà pas mal décrit de maladies dans son époque. Et puis nous, on se base encore aujourd'hui, sur la classification de M. Planck à Vienne. C'était vers 1800. Et c'est là aussi qu'on a commencé à séparer la dermatologie de la médecine interne. Autrefois, il y avait les chirurgiens, mais qu'on a mis dans le même pot comme les coiffeurs, pratiquement. Et puis les internistes, c'était les vrais médecins. Et puis dans la médecine, alors on a développé la neurologie, entre autres aussi la dermatologie, quoique nous, on opère aussi, quelquefois on est aussi coiffeur, on utilise aussi le bistouri. Aujourd'hui, c'est clair que les chirurgiens, c'est autre chose qu'à l'époque qu'on n'a pas, vous avez vu les résultats. Bon, vous voyez ici qu'il y a des expressions comme bulle, comme croûte, comme squam. Alors ça, c'est encore aujourd'hui, l'étudiant, il doit apprendre à classifier les maladies de la peau, bien observer, bien décrire, parce que si vous ne décrivez pas très bien ces lésions primaires, alors vous êtes sur la fausse route et puis vous faites un faux diagnostic. Alors ça, c'est de toute importance encore aujourd'hui, mais si on étudie bien un peu ces anciens livres, on remarque qu'avant cet Autrichien, il y avait 200 ans avant, déjà un monsieur en Vénétie qui a fait pratiquement la même chose et qui a aussi inventé une classification des maladies de la peau. C'est justement ce Jérôme Mercurial, 200 ans avant, autour de justement 1500. Et puis à la même époque, peut-être c'est un hasard, c'est peut-être aussi parce que c'était l'époque de certaines découvertes, certains arts qui sont développés, comme la peinture. Peut-être il y a des gens qui reconnaissent d'où vient ce tableau, cette peinture murale. C'est extrait d'un tableau qui est immense, qui est à Rome, dans la chapelle Sixtine. C'est le jugement dernier. Là, on voit juste encore le pied de Jésus-Christ. Et puis simplement, pour vous dire, vous avez vu presque la même image de M. Rafoul, seulement un peu plus moderne, pour une réclame pour autre chose. Et puis là, ce monsieur, il porte effectivement sa peau, ça pèse à peu près, si vous prenez toute la peau, c'est le plus grand organe, ça pèse à peu près 7 kilos. Alors il faut quand même un petit peu être costaud pour porter cette peau. C'est pour ça qu'on a ce monsieur assez costaud. Maintenant, c'est pas encore fini. Alors on sait que le peintre, c'est qui? Michel-Ange. On le voit ici? Ça, c'est pas lui, non? Mais c'est lui là. Comme artiste, il s'est mis là. Et si vous regardez bien, cette image, elle ne correspond pas à celle-là. Alors là, on voit que c'est Michel-Ange parce que lui, modestement, il s'est mis sur cette peau. Là, c'est au fond, ce côté-là, il y avait de plus en plus des condamnés. Et là, il y avait de l'autre côté ceux qui sont prévus justement pour le paradis. Et ce monsieur-là, c'est qui alors? C'est pas n'importe qui, c'est un des 12. Et puisqu'il porte la peau, il avait un rôle important, c'est pour ça la dermate c'est quand même quelque chose d'important, puisque c'était juste lui relativement important, en face, pratiquement proche de Jésus-Christ.
Ça, c'est Saint-Barthélemy. Et comment est-ce qu'on reconnaît Saint-Barthélemy? Parce que les saints, si vous allez dans les églises, chaque saint, il est avec un symbole avec lequel il était martyrisé, par exemple, hein, ou quelque chose, un attribut assez spécifique. Alors, il a un tout petit poignard, hein, un couteau poignard, parce que c'est comme ça qu'il a été martyrisé, ça veut dire qu'il était écorché. Saint-Barthélemy était écorché. Alors encore aujourd'hui, on peut dire c'est pratiquement le patron de la dermatologie, parce que c'était lui qui était écorché. Il y en a à peu près une trentaine de saints, si vous regardez dans les églises, qui montrent leur peau et qui sont des patrons pour certaines maladies de la peau, même les cheveux. Sainte Lucie ou autres qui sont attribués pour les chutes de cheveux, etc. C'est très intéressant, mais c'est un autre sujet. Mais lui, il est pratiquement, les premiers hôpitaux, c'est aussi dans les pays anglo-saxons, St. Bartholomew's Hospital, c'était la clinique pour la dermatologie. Alors, juste aujourd'hui. Bon, si je commence un peu en chronologie, il y a... Monsieur Raffoul a déjà parlé, il y a des bébés qui naissent et qui ont l'aspect un peu comme brûlés. Là on reconnaît des bulles, puis c'est très important et grâce à la recherche, on peut maintenant, avec un petit prélèvement de la peau, voire du sang, on peut typiser en regardant justement une espèce de code génétique. On peut déjà dire, voilà, cet enfant, il ne va pas avoir de problème, il va pratiquement récupérer parce que c'est une maladie qui n'est pas trop grave, qui est impressionnante, mais qui va guérir complètement. Il y en a d'autres, même aspect, mais qui vont évoluer vers une ichthyose. Ça veut dire, ichthus en grec, ça veut dire le poisson. Ça fait un peu une maladie qui ressemble du poisson parce que ces espèces d'écailles, ça ne s'enlève pas facilement. Alors c'est quand même un problème aussi de la transpiration, du reste de tous ces enfants, ou bien il y a des formes un peu plus mitigées comme ici. Mais c'est justement toujours ce diagnostic très précis postnatal, et pourquoi pas, quelquefois, on peut le faire même prénatal. Le diagnostic prénatal, très important, si on sait qu'il y a peut-être des risques dans certaines patientes, après la constellation familiale, de trouver, par exemple, faire cet examen de la transglutaminase. Ensuite, il y a différentes choses en dermatologie aussi qu'on peut discuter. La dermato-allergologie, vous avez lu récemment dans la presse, où c'était important de tester les jeunes adultes, parce que s'ils colorent les cheveux, il peut faire une allergie, même un choc allergique. Et puis, comme vous le savez, on peut décéder d'un choc allergique. Ensuite, un autre problème, c'est les plaies chroniques. Monsieur Raffoul aussi, il s'occupe non seulement des lambeaux, etc., des brûlés, mais il fait d'excellent travail aussi pour tout ce qui est les pieds diabétiques, ces problèmes des plaies. Une autre chose, c'est la neurodermatologie, ça veut dire tout ce qui concerne le prurit. Et puis, ceux qui avaient, ou celles qui avaient déjà une fois un prurit, vous savez que ça peut être très pénible. Quelquefois, un prurit intense, c'est presque plus pénible d'après les gens qu'une douleur qui s'installe. Et puis, c'est vrai que les démangeaisons, c'est un peu le même parcours jusqu'au cerveau, un peu semblable aux douleurs. Mais il y a quand même des différences, et c'est ça un domaine qui est aussi recherché de nos jours, aussi à Lausanne, qui est très important. Vous savez peut-être que l'embryon, il consiste en 3 tissus différents, c'est l'ectoderme, mésoderme et entoderme. Et puis de l'ectoderme, il y a seulement 2 organes qui sont développés. Ça veut dire c'est le cerveau, le système central nerveux, et la peau. Alors là, vous voyez qu'il y a une projeté de ces 2 organes, peau et cerveau, qui est très proche. Et là, justement, un exemple, c'est le prurit. Ensuite, si on reste toujours chez les enfants, il y a cet enfant qui a un eczéma. Ça, c'est très connu, l'eczéma de l'enfance. Là, il faut faire très attention aussi pour les pronostics. Nous, médecins, on doit toujours faire attention aux pronostics.
Parce que si on donne un faux pronostic, alors la clientèle, ça diminue rapidement. Alors c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on dit aux gens, ou bien en dire je ne sais pas. Parce que là, il y a effectivement des eczémas qui vont disparaître tout seuls. Mais dire à un enfant, oui, tu sais, maman, c'est pas grave, si tu sais, il va bien grossir, le petit Michel, il va être tout à fait sain et sauf, et puis plus tard, il se gratte toujours. Alors, ça, c'est la dermatite atopique. On sait aujourd'hui qu'il y a une prédisposition génétique, il y a une immunité qui doit aussi acquérir. C'est pour ça qu'on dit chez ces enfants, on dit aux jeunes mères, écoutez, vous allaitez le plus longtemps possible parce que vous allez donner des anticorps à cet enfant et qu'il va peut-être probablement être moins malade plus tard que s'il se nourrit tout de suite avec le biberon. Ça, c'est un côté. Et un autre côté intéressant, c'est l'environnement chez ces enfants, parce qu'on sait ces enfants qui suivront plus tard le rhume des foins, même de l'asthme. Alors on sait si ce petit Michel, il grandit dans le Gros de Vaud, il ne va pratiquement pas faire d'allergie plus tard. Tandis que s'il grandit à Lausanne, à Zurich, à Berne, il va faire plutôt de l'asthme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cet contact permanent qu'il a au Gros de Vaud avec le pollen, les plantes et tout, le foin. Depuis tout petit. Alors à l'été, habiter le Gros de Vaud, alors on fait des publicités pour à l'Europe, les enfants, ils vont grandir dans le Gros de Vaud. Mais il y a des choses très importantes là-dedans. Alors tous ces trois, c'est important dans l'eczéma atopique. Et on sait aujourd'hui que la barrière cutanée est de toute grande importance, parce que c'est un peu, si vous voulez, comme les brûlés, parce que cette peau, elle craque tout le temps. Et puis quelquefois on fait des fautes parce qu'on les baigne, plus ils ont l'eczéma, plus on les baigne, moins on met de l'huile, on met des savons, mais les savons synthétiques ça ne va pas du tout, et puis on fait plutôt mal que du bon. Alors autrefois déjà les Romains et d'autres, ils savaient quand on se baigne, on met l'huile d'olive après, et puis on soigne sa peau. Autre problème, c'est les mycoses. Ça semble être banal, mais il y a toutes sortes de mycoses qu'on peut attraper. Ça, c'est par exemple typiquement le pied des ceux qui font la gymnastique et autres, parce qu'on va dans les douches, et puis dans les hôtels, on ne fait pas attention. Voilà, hop, ça se transmet de homme en homme. Il y a des mycoses qui viennent de l'animal sur l'homme, ou de la terre sur l'homme, mais aussi homme-homme. Ça, c'est la forme la plus fréquente, soit entre les orteils ou le gros orteil. On peut dire que c'est peut-être un problème cosmétique, mais si vous avez un patient qui a le diabète, c'est plus tellement banal, hein, parce qu'il y a une porte d'entrée après pour les bactéries. Ensuite, le psoriasis, une maladie fréquente, et c'est surtout mon successeur, M. Gillier, qui travaille là-dessus. Alors ça, c'est un domaine qui se développe maintenant, parce que c'est vrai qu'on a des possibilités maintenant d'influencer justement cette maladie, où il y a aussi un facteur génétique à disposition que cette maladie se développe, mais aussi une inflammation qui est important, comme vous l'avez vu aussi, comme a mentionné M. Rafoul. Il y a les kératinocytes, la première couche, et les fibroblastes, la deuxième couche, et c'est cet interchange-là entre ces deux couches qui font cette inflammation avec une situation immunitaire qui est dérangée. Alors, on cherche des médicaments où on peut influencer dès peut-être jeune âge, d'influencer que ces kératinocytes ou les fibroblastes ou les deux, ils vont dans une bonne direction et pas se combattre entre eux. Ça, c'est le problème de toutes ces maladies auto-immunes comme l'arthrite ou la colite ulcéreuse, etc. Voilà. Autre chose. Maintenant, il y a un jeune homme qui arrive, et puis on pense il a une éruption au visage, puis bon, peut-être c'est l'acné, peut-être c'est un eczéma, et puis il reçoit toutes sortes de pommades, et puis ça ne guérit pas tellement. Si on ne pose pas la bonne question, si on ne fait pas une bonne anamnèse, alors ces maladies continuent et on ne s'aperçoit pas.
puis typiquement, il va nous dire que ça ne démange pas, ça ne lui dérange absolument pas. Voilà, il faut déjà un peu écouter, il faut déjà se méfier. Alors, un autre problème qui arrive et qui va devenir de plus en plus important, même pour les gens de plus de 50 ans, on sait aujourd'hui que la syphilis, elle augmente continuellement. Parce qu'on est négligent, on a déjà 2 fois dit, depuis 1930, on a 2 fois dit que la syphilis n'existait plus, mais nous, dermatos, on sait, les poux reviennent, les syphilis reviennent, la gonorrhée revient, tous ces réservoirs existent, et puis ça revient tout le temps à la surface. Alors il faut faire attention, l'épidémiologie des maladies sexuellement transmissibles, c'est jamais vaincu, ça revient tout le temps, il y en a quelquefois moins, il y en a quelquefois plus, on traite, et puis c'est traite parce que vous n'avez pratiquement pas de symptômes. Même la première lésion était peut-être aux lèvres, peut-être la première lésion était dans la région génitale, mais il n'a pas fait tellement attention parce qu'il n'a pas souffert non plus tellement, et autres. Maintenant, après les maladies inflammatoires, comme on nous les appelle, des dermatoses, il y a les cancers. Et puis là, c'est justement les possibilités, vous avez reconnu, tout ce qui est noir, c'est déjà suspect, c'est mélanome. Il y a des basaliomes, il y a des spinaliomes, il y a des tumeurs Merkel. Tout ça, c'est pratiquement 85% des tumeurs malignes sont dépendantes des UV. Alors, un peu compliqué, mais simplement pour vous dire que les UV arrivent sur une cellule et chaque rayon UV a des répercussions sur notre cellule. La peau principalement, puisque c'est la première exposée, et il se passe des choses qui sont là dans l'ADN, la substance où il y a toutes les gènes dedans dans le noyau de la cellule. Alors d'après l'intensité des UV, ça peut bien être réparé, quelquefois ça fait simplement une inflammation. Alors notre collègue Madame Michalik va vous raconter pourquoi il y a inflammation, la différence inflammation-cancer, ou bien il y a un endommagement de l'ADN de type que à la fin vous avez le cancer. Et ça arrive non seulement avec les UVA ou les UVP, mais même les deux. Alors ça ne joue pas tellement un rôle si vous avez UVA ou UVP, c'est les UV qui mènent justement au cancer. Et là il y a différentes cascades, comme on dit, des différents niveaux où vous avez un endommagement dans la cellule. Nous on les répare normalement, mais il y a comme toute voiture, si elle est un peu plus âgée, le garagiste a déjà travaillé plusieurs fois à votre voiture, à la fin vous avez plus d'endommagement que quelque chose qui va bien. Alors juste un petit exemple, on prend la peau, il y a peut-être un petit grain de beauté, ça c'est les cellules qui sont là près de l'épiderme, et si vous irradiez avec les UV, tout à coup les cellules commencent à migrer à travers, là on voit un petit peu des cellules qui vont commencer à migrer sans qu'il y avait de l'ordre là-dedans, ils commencent à être autonomes, ils font ce qu'ils veulent, et ça c'est le premier signe justement de mélanome. Alors on sait qu'un grain de beauté qui est continuellement irradié par les UV, hop, il va se transformer et vous avez le mélanome qui est quand même le plus dangereux, la plus dangereuse tumeur chez l'humain. Autre chose qu'il faut considérer est important pour la recherche, c'est que chaque transplanté, n'importe quel organe transplanté, il a besoin d'une immunosuppression, ça veut dire pour qu'il garde cet organe transplanté, il faut l'immunosupprimer, qu'il ne réagit pas trop vite pour rejeter cet organe, et tout ce qui est individu immunosupprimé est encore plus sensible aux UV. Alors la moindre UV exposition va faire qu'il va développer des cancers cutanés, aussi le plus malin comme le mélanome. Alors, dès le début, un transplanté, il doit faire attention à l'exposition solaire, beaucoup plus encore que la maladie. Voilà, on revient un peu aux œuvres d'art. Alors, si vous connaissez la Joconde, Mona Lisa, vous avez peut-être remarqué qu'elle a une petite verrue là dans le coin de l'œil, à gauche.
Et cette petite verrue, elle est un tout petit peu jaunâtre. On a discuté si elle avait aussi des troubles un peu d'articulation. Et puis, on sait que ces petites tumeurs jaunâtres près de l'œil, on voit ça quelquefois pas chez les 20 ans, pas chez les 30 ans, mais à 40 ans, ça commence. Hein. Et puis, on dit, oui, c'est facile à enlever, M. Rafi fait ça sans les autres, vous ne remarquez rien du tout après. Mais il y a une chose qu'on a détectée parce qu'elle est décédée relativement jeune. Alors, on est allé regarder, bon, chez d'autres patients, mais aussi, on pense chez elle, et puis on a vu qu'elle avait des lipides qui étaient augmentés. Elle avait une hyperlipidémie, et puis elle a fabriqué des plaques dans les carotides. Et quand vous avez des athéromes là dans les carotides, alors vous en avez aussi dans les coronaires, et probablement elle est décédée d'un infarctus relativement jeune âge parce qu'elle avait une hyperlipidémie la journée. Voilà, maintenant pour terminer, on est comme dermatologue, on s'occupe du plus grand organe, mais on est une des plus petites spécialités. Alors j'ai toujours respecté au chiffre, je reçois toujours le moins d'argent parce que je traite toujours l'organe le plus grand. Mais c'est vrai, on est resté petit, il y a seulement les 5 cliniques universitaires en Suisse qui s'occupent de la dermate. Mais regardez, toutes ces disciplines, on a des contacts. Tout le monde veut quelque chose de nous parce qu'on dit, voilà, vous voyez la peau, est-ce qu'il n'y a pas une maladie interne? Ou bien M. Raffoul dit, oui, mais est-ce que le traitement adéquat? Est-ce qu'il n'a pas par hasard autre chose? Alors, c'était une des premières consultations avec le prédécesseur, M. Egloff, ici présent. On a commencé aussi de travailler ensemble. Alors, c'est pour ça qu'il y a la chirurgie plastique. Mais il y a aussi l'oncologue, parce que tout ce qui est tumeur. Et quelque chose qui est aussi important, et ça c'est peut-être une dernière remarque, toute affection sur la peau que vous voyez et vous ne pouvez pas classifier, c'est probablement un patient qui a des problèmes psychiques. Parce que ce patient psychique, il appelle à vous. Alors il fait des traces sur la main, des traces dans le visage, c'est très dramatique. Et le dermatologue, il connaît naturellement son ABC, et il voit quelqu'un qui arrive de la porte, qui entre, et qui a des lésions qui n'ont rien à voir avec tout ce ABC qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, il ne faut pas faire trop le détective. Les médecins, on aime bien faire le détective, on pose des questions, mais là, il faut être vraiment avec beaucoup de tact pour aider ces patients parce qu'ils nous appellent pour quelque chose. Alors il faut surtout écouter et avec le temps vous remarquez pourquoi et comment. Alors ça c'est peut-être aussi un message important pour la vie quotidienne. Voilà, dans ce sens, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à disposition. Je suis bien contente d'être arrivée pour finir, j'ai eu vraiment du mal. Le centre-ville était bouché par une manifestation chez nous. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais enfin bon. Voilà. Donc je vais aujourd'hui vous parler assez brièvement de sujets de recherche qui nous intéressent au laboratoire. Donc moi je ne suis pas médecin, je fais de la recherche fondamentale, ça veut dire que je suis à l'autre bout de la chaîne par rapport aux applications que vous avez pu entendre de la part de M. Lassoulet-Panizon. Nous nous intéressons à comprendre comment fonctionnent les choses, comment ça marche, avec l'application peut être parfois très éloignée. Une application arrive quand toutes les pièces du puzzle se sont mises en place, et pour récolter toutes les pièces du puzzle, il peut parfois s'écouler 10, 20, 50, voire 100 ans. Donc moi je suis à l'endroit où on cherche à comprendre comment fonctionnent les choses en se disant que peut-être un jour ce que je fais fera partie d'un puzzle qui permettra des applications. Et donc je m'intéresse mon groupe de recherche s'intéresse à la fois à la réparation et au cancer, et dans la peau notamment. Alors
maintenant vous êtes très familier avec les deux speakers que vous avez eu jusqu'à maintenant, vous êtes très familier avec ces choses-là. Donc ça, c'est une photo qu'on a prise au laboratoire. C'est une biopsie de peau que nous avons prise et que nous avons tranchée en fines lamelles, colorées. Et vous retrouvez ici la couche supérieure, l'épiderme, qui est la partie de la peau qui nous protège contre les agressions mécaniques, contre les agressions bactériologiques, contre les agressions des UV, des ultraviolets, et qui protège aussi de la déshydratation. C'est vrai qu'on transpire, mais c'est très régulier. Donc ça, c'est une couche qui est imperméable et la transpiration se fait seulement par des petits canaux. Et puis là se trouve un poil avec un cheveu ici, une glande sébacée, ça c'est celle qui nous embête à l'adolescence, c'est celle qui fait un peu trop de lipides quand on est jeune, et puis ici un vaisseau sanguin. Toutes ces choses-là sont susceptibles d'être blessées, la peau est là pour nous protéger, donc évidemment elle est particulièrement exposée à toutes les agressions. Et donc ces couches-là, cette couche-là est la principale barrière, ces couches-là, cette couche ici, les vaisseaux sanguins, permettent de nourrir la peau. Donc quand notre peau, je vous demanderai de m'interrompre à n'importe quel moment si je dis quelque chose qui n'est pas clair, si vous avez besoin que je répète quelque chose, sentez-vous libre de m'interrompre. Alors ceci est aussi une photo que nous avons prise au laboratoire, mais cette fois c'est une peau qui a été endommagée. Donc, elle a été endommagée mécaniquement, c'est une biopsie qui a été faite. La grosse pièce rouge que vous voyez ici, c'est le caillot, qui est là pour colmater de façon transitoire la brèche qui est ouverte. Parce que toute brèche ouverte est une porte d'agression supplémentaire. Et ce que fait l'organisme, ce que fait la peau quand elle est blessée, c'est qu'elle va tout d'abord faire un caillot qui va protéger la plaie de façon transitoire. Et puis petit à petit, tout ce qui a été abîmé autour, donc l'épiderme qui est là, mais aussi les vaisseaux sanguins qui se trouvent en dessous, vont se réparer. Et donc le derme va se réparer, l'épiderme va se réparer. Une fois que tout sera réparé, le caillot pourra se détacher tout simplement. Ce caillot-là, c'est la croûte qui va se détacher lorsque la peau en dessous aura terminé de se réparer. Alors on va parler aussi un petit peu de cancer, puisque je vais tenter de vous montrer un petit peu les ressemblances et les différences. Vous avez déjà entendu parler de la part de M. Hamilton de deux sortes de cancers de la peau. Ce type de cancer, c'est un cancer qui a pour origine l'épiderme, la couche du dessus. Ça s'appelle un carcinome et les cellules qui causent ce cancer, ce sont les kératinocytes. L'autre sorte de cancer qui est beaucoup moins fréquent mais beaucoup plus dangereux, c'est le mélanome, dont a parlé M. Hamilton également, et qui a pour origine une autre sorte de cellules qui s'appelle les mélanocytes. Ces cellules-là sont celles qui sont responsables de la pigmentation de la peau. Merci Roxane. Je reprends à partir de quand? C'est bon. Donc ces cancers-là sont beaucoup plus dangereux. Ces cancers-là sont minoritaires en pourcentage, mais vraiment cela tue. Alors quelles sont les ressemblances entre cancer et réparation? Je vais parler essentiellement de trois ressemblances entre les deux mécanismes. Alors la première chose qui est nécessaire à la réparation et qui va être aussi utilisée par le cancer pour grandir, c'est la multiplication des cellules, ce qu'on appelle la prolifération en jargon de laboratoire. Aussi bien dans la peau qui est blessée que dans le cancer, les cellules vont se multiplier. Alors dans la peau qui est blessée, c'est important parce que ce sont les cellules qui se trouvent au bord de la brèche qui vont, à partir d'une cellule, donner 2 cellules, puis 4 cellules, puis 8 cellules, etc. Et ça va permettre de reconstituer la peau qui manque. C'est quelque chose que la peau fait naturellement. Donc la prolifération des cellules, de une cellule, on fait plusieurs cellules, est quelque chose qui est nécessaire à la réparation. Côté cancer, c'est un mécanisme qui est détourné, qui est normal dans le cas de la réparation et qui est détourné dans le cancer. Et les cellules cancéreuses vont se multiplier de façon totalement anarchique
incontrôlée, et puis ça va faire une tumeur qui est bénigne au départ et qui va devenir maligne ensuite. Et puis il y a là-dedans toutes sortes de petites choses, de protéines, d'enzymes, de molécules à l'intérieur des cellules qui contrôlent la prolifération de façon normale ici et de façon anarchique de ce côté-là, côté cancer. L'autre chose qui est commune aux deux, et une autre ressemblance à laquelle nous intéressons au laboratoire, c'est la manière dont poussent les vaisseaux sanguins. Quand la peau est endommagée, elle doit aussi réparer les vaisseaux sanguins qui sont là pour la nourrir. Et ceci se fait normalement dans le processus de réparation. La tumeur, elle aussi, a besoin d'être nourrie. Et ce que fait la tumeur, c'est qu'elle va, elle aussi, détourner ces vaisseaux sanguins qui vont se reconstruire normalement ici, vont être détournés par la tumeur qui va les faire pousser à son profit pour grandir au détriment de l'organisme. Et ces vaisseaux donc, qui vont pousser sous la tumeur et dans la tumeur, ainsi que dans la peau en réparation, sont chargés d'apporter ensuite l'oxygène, les aliments, éliminer les déchets. Et le troisième point de ressemblance, c'est le fait que dans les deux cas, les cellules sont capables de se déplacer, de migrer. Dans le cas de la réparation, si vous regardez le petit schéma qui est ici, les cellules qui sont au bord de la plaie vont non seulement se multiplier, mais vont également être capables de bouger sous la croûte, de manière, vous le voyez ici, à migrer de façon à ce que les deux bords se rejoignent. Donc ces cellules-là sont capables de bouger, c'est parfaitement normal, c'est parfaitement sain dans le cas de la réparation. Dans le cancer, c'est très embêtant, parce que le cancer qui au départ est localisé va petit à petit s'aggraver, et les cellules du cancer vont être capables de se déplacer dans tout l'organisme en fait, en utilisant soit les vaisseaux sanguins, soit les vaisseaux lymphatiques. Et en se déplaçant par ces circuits, les cellules cancéreuses vont pouvoir aller se nicher ailleurs au point de départ. C'est ce qu'on appelle les métastases. Donc un mélanome, par exemple, qui débute sur la peau, au fur et à mesure de son développement, va petit à petit détacher des cellules cancéreuses qui vont voyager à travers l'organisme et venir se nicher dans les poumons, par exemple, pour faire des métastases au niveau des poumons. Donc, à nouveau, cette migration, ces mouvements de cellules qui sont parfaitement normaux et nécessaires pour la réparation de la peau, vont être détournés et vont se faire au détriment de l'organisme dans le cas du cancer. Et puis là aussi, les acteurs de la migration sont les mêmes dans les deux cas. Donc il y a par exemple des petits récepteurs qui servent comme des pieds, on peut dire, qui vont servir à la cellule à s'accrocher sur son support pour pouvoir se déplacer, s'accrocher à l'avant, se décrocher à l'arrière, etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs ici qui sont importants, nécessaires ici, et qui vont servir aux cellules du cancer à se déplacer pour former des métastases également. Donc voilà pour les trois ressemblances que je voulais mentionner. Non, on va continuer un petit peu. Les trois ressemblances que je voulais mentionner, donc prolifération, c'est-à-dire les cellules se multiplient dans les deux cas, migration, les cellules se déplacent dans les deux cas, et la construction des vaisseaux sanguins qui nourrissent la peau en réparation ou qui nourrissent le cancer dans les cas de tumeur. Maintenant, évidemment, dans les cas de réparation, à un moment donné, la réparation s'arrête. Tout ce qui a été mis en route pour réparer va être réversible et la multiplication des cellules, le déplacement des cellules, la croissance des vaisseaux sanguins va s'arrêter à un moment donné. Dans le cancer, ce n'est pas le cas. Ces processus se mettent en route d'une façon anormale, anarchique, et vont continuer au détriment de l'organisme. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Pourquoi, dans un cas, tous les mécanismes que je viens de mentionner restent normaux et réversibles, et pourquoi ils se produisent de façon détrimentale dans les cancers? La principale différence vient du fait que dans un cancer, les cellules sont endommagées. Et le principal facteur de promotion des cancers dans la peau, ce sont les UVB, les UVA, qui viennent du soleil, qui sont tout à fait bénéfiques
On a besoin du soleil, on a besoin de s'exposer au soleil pour être de bonne humeur, pour produire des substances qui sont bénéfiques pour l'organisme. Mais comme toute bonne chose, trop de bonnes choses devient une mauvaise chose. Et quand on s'expose de façon déraisonnable au soleil, on reçoit trop d'UVA et d'UVB. Et ces UVA et ces UVB vont pénétrer à l'intérieur de la peau, jusque dans les cellules, et vont provoquer, comme l'a dit M. Panizon, des dommages. Vous êtes familier avec l'ADN? Vous savez, ceci c'est une petite portion d'ADN. Et ce que font les UV quand ils touchent à l'ADN, c'est la chose suivante. Vous voyez, l'ADN est formé de deux montants, avec ici comme des marches d'escalier. Et ici, ces deux marches-là sont parfaitement normales. Cet ADN fonctionne bien, il n'est pas endommagé. Un des gros défauts des UV, c'est que lorsqu'ils atteignent l'ADN, ils sont capables de changer cette organisation et de lier, par exemple, ces deux barreaux. Ça, c'est un ADN endommagé qui, à cet endroit-là, ne fonctionnera plus, fonctionnera mal. Alors, heureusement, on est bien équipé pour réparer. Donc, la plupart de ces événements-là sont réparés par les cellules. Mais il arrive un moment où les cellules ne peuvent plus, parce que justement, ça a été réparé trop de fois ou parce que les dommages sont trop importants. Et dans ce cas-là, les cellules qui sont endommagées se conduisent de façon anormale et c'est là qu'elles vont commencer à proliférer trop, à migrer trop, etc. Donc ces cellules-là, c'est comme si vous mettiez un pilote dans une voiture qui ne sache pas conduire et qui commence à faire n'importe quoi. Donc c'est ce qui produit en fait les cancers de la peau. Et ces cellules vont être capables de détourner la multiplication, la migration, les vaisseaux sanguins au profit de la tumeur, alors que ce sont des mécanismes parfaitement normaux et coordonnés dans les cas de réparation. Alors, juste pour vous dire deux mots de ce que nous faisons au laboratoire, donc là aussi ça a été dit tout à l'heure, tous les mammifères ont la même peau et nous utilisons au laboratoire la souris comme modèle expérimental. Le papier que j'ai montré là est l'autorisation que la commission vétérinaire cantonale m'a donnée pour faire ces expériences. Donc toutes les expériences que nous faisons sur les animaux sont soumises à l'autorisation de la part du vétérinaire cantonal. Donc je fais mon projet de recherche, j'y réfléchis, je regarde ce qui peut être bénéfique et ce qui est intéressant de regarder. Je soumets mon projet à la commission vétérinaire dans laquelle siègent des biologistes, des vétérinaires, des membres de la SPA, le vétérinaire cantonal. Et ces personnes ont un droit de veto. Elles vont considérer, analyser mon projet. Si elles considèrent qu'il est mauvais ou qu'il est mal proposé, elles ont un droit de veto. Donc là, j'ai l'autorisation, et ça se renouvelle tous les 3 ans en fait. Donc là, maintenant, j'ai l'autorisation jusqu'en 2014 pour procéder à ces expériences sur le cancer et la réparation. Et puis, plus précisément, ce que nous faisons, nous nous intéressons à 3 acteurs. Peu importe leur nom, c'est égal. Simplement, ce sont des acteurs qui fonctionnent comme des senseurs. Ils vont recevoir des signaux et vont permettre à la peau de donner une réponse adaptée à ces signaux. Alors, quand je parle de signal et de contexte, ce sont des acteurs qui, par exemple, nous l'avons démontré au laboratoire, sont capables de sentir quand la peau est blessée et sont capables de stimuler la prolifération, la migration, sont capables de stimuler tout ce qui est nécessaire pour la réparation de la peau. Donc cet acteur-là dans la peau sent qu'elle est blessée, sent qu'elle a besoin de se réparer et va contribuer à activer, à promouvoir la réparation. Voilà, donc par exemple, en aidant les cellules à survivre, en favorisant leur multiplication, et puis il agit également ici en favorisant le déplacement des cellules et en favorisant la croissance des nouveaux vaisseaux sanguins. Donc cet acteur-là fait tout ça. Il fait tout ça dans la réparation. Le problème, c'est qu'il le fait aussi dans les cancers de la peau. Ça, c'est aussi quelque chose que nous avons montré au laboratoire. Il sait sentir quand quelque chose ne va pas et mettre en route le processus de réparation.
En revanche, lorsque la peau est abîmée et que les cellules sont cancéreuses, elles sont capables d'utiliser le même acteur pour mettre en route toutes ces choses-là dans le cancer. Donc c'est un facteur, c'est un acteur qui est à double tranchant, qui est bénéfique dans ce cas-là, mais qui est utilisé au détriment du cancer dans le cas d'une cellule qui est endommagée. Alors évidemment, ce qu'on aimerait faire, on n'en est pas encore là. Maintenant, on commence à comprendre comment ça fonctionne, mais évidemment, ce qui serait souhaitable de faire, c'est de pouvoir activer ce facteur, de pouvoir activer cet acteur-là quand on veut accélérer la réparation. Et en revanche, il serait souhaitable de pouvoir l'arrêter. Quand on souhaite réduire la croissance d'un cancer ou quand on a enlevé un cancer et qu'on souhaite empêcher qu'il revienne, on souhaiterait plutôt inhiber cet acteur-là. Et chez la souris, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand chez la souris, qu'on expose régulièrement aux ultraviolets et qui va petit à petit développer une tumeur, lorsqu'on enlève cet acteur-là, on a réussi à montrer au laboratoire que la tumeur grandit beaucoup moins vite. De même, on a maintenant des agents pharmacologiques, des produits pharmacologiques qui permettent d'arrêter l'activité de ce facteur. Et on a montré aussi au laboratoire qu'on arrive en partie à bloquer son activité lorsque la peau est exposée aux UV. Donc voilà, ça avance. Maintenant, la recherche, c'est quelque chose qui a besoin de temps pour avancer. Avant qu'on arrive à des applications potentielles chez des patients, il y a encore beaucoup de travail pour comprendre, pour voir ce que ça fait chez la souris, pour ensuite voir ce que ça fait sur des cellules humaines ou sur de la peau humaine, et puis passer petit à petit. Donc il peut s'écouler encore pas mal de temps avant une éventuelle application. Et voilà, donc toutes les collaborations que nous développons, donc ça ce sont les gens qui travaillent avec moi dans mon groupe de recherche à l'université. On travaille beaucoup avec un autre groupe de recherche de l'université qui est juste sur le même étage en fait, à l'institut dans lequel on travaille. Et puis nous avons aussi des collaborations avec le CHUV, avec Daniel Hull notamment dans le service de dermatologie, avec quelqu'un qui travaille à Zurich, avec voilà, pas mal de gens. La recherche c'est aussi un travail de groupe où on met ensemble les compétences, et donc c'est aussi beaucoup de collaboration et des fonds pour travailler. Donc voilà, ça, je remercie nos bailleurs de fonds. Et je vous remercie pour votre attention.